Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont tels sont les faits saillants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce lundi aux travaux du premier jour sur deux du 3e forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient à Pékin, la capitale chinoise. Le président qui a prononcé aujourd'hui un discours à l'occasion de cette conférence au nom de l'Afrique de l'Est a rappelé la République de Chine et le continent africain ont intensifié leur coopération économique et commerciale. Fin de citation. Et en Libye, plusieurs centaines de détenus s'évadent d'une prison près de la capitale, Tripoli. Voilà pour le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce lundi aux travaux du premier jour sur deux du 3e forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tient à Pékin, la capitale chinoise, du 3 au 4 septembre 2018. Ce 3e sommet sino-africain s'est ouvert ce lundi matin à Pékin en présence du président chinois Xi Jinping et des chefs d'État du gouvernement d'une cinquantaine de dirigeants africains dont le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Outre les délégations africaines, des hauts responsables de l'Union africaine, des dirigeants de l'ONU et de 26 organisations africaines et internationales y ont pris part. Ce forum avait pour thème une communauté de destin et un partenariat mutuellement avantageux, la Chine étant devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. La poursuite des partenariats gagnant-gagnant, la collaboration autour d'une industrialisation efficiente de l'Afrique, la réalisation d'une insertion pleine et entière du continent noir dans les projets chinois de la nouvelle route de la soie constituent, entre autres, les objectifs de la coopération encore plus ambitieuse entre les deux parties. Preuve que cette cérémonie inaugurale transcendait les contours d'un événement protocolaire, elle servit d'annonce à la convergence de vues qui règne entre l'Afrique et la Chine sur un certain nombre de sujets cruciaux comme la nécessité aux fins d'éviter d'hypothéquer le développement de l'Afrique, de redéfinir les modalités de paiement des dettes que le pays du continent noir ont contractées auprès de la Chine. L'engagement de la Chine a contribué à l'industrialisation du continent noir par le biais d'un transfert de compétences et d'une politique de réalisation de ces produits et marchandises industrielles à l'intérieur même des pays africains. Cette cérémonie inaugurale servit enfin de créneau à l'engagement commun exprimé par la Chine et l'Afrique autour de la nécessité de collaborer ensemble sur la prévention et le règlement des situations qui sont de nature à contrarier l'affirmation d'une coopération efficace. En parallèle à ce sommet à caractère politique, s'est ouvert ce matin également le forum économique qui a réuni essentiellement les PDG des grandes entreprises et sociétés chinoises et africaines. La République populaire de Chine a énormément investi au cours de cette dernière décennie sur le continent africain, notamment sur les infrastructures de base. De nombreux pays ont bénéficié des crédits chinois, dont la République de Djibouti, l'Afrique du Sud, le Nigeria, en passant par les usines de confection au Rwanda ou en Éthiopie. La Chine est ainsi devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique et l'un des investisseurs les plus dynamiques. Selon Pékin, plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent sur le continent africain. À défaut d'aide des pays occidentaux et des grandes instances financières internationales, les pays africains ont besoin des investissements chinois, même si certains critiques se font entendre sur les craintes d'une trop grande dépendance économique. Le président Ismaël Omar Guelleh a pris part à ce forum économique aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping et de plusieurs de ses pairs africains. S'adressant aux hommes d'affaires, M. Xi a déclaré que la nouvelle route de la soie élargira les marchés. Le président chinois a en outre fustigé l'unilatéralisme et le protectionnisme qui sont, selon lui, en os. Le président chinois a ajouté dans son discours que la coopération sino-africaine devrait atténuer cette tendance protectionniste et tracer la voie de la prospérité commune qui profite au peuple. Les dirigeants africains ont accueilli le projet de la route de la soie avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme. Les retombées économiques sur le continent en sont évidentes. Le président Ismaël Omar Guelleh donc a prononcé également un discours à l'occasion de cette conférence au nom de l'Afrique de l'Est. Il a rappelé que la Chine était le seul pays à reconnaître que pour sortir de la pauvreté, il fallait dépasser l'assistanat traditionnel et miser sur le renforcement de l'économie nationale. Écoutons le chef de l'État. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de l'Afrique de l'Est tout mon respect
et tous mes sincères remerciements et ma haute appréciation au gouvernement chinois pour l'hospitalité et le bon début de cet événement important historique, ce qui nous permet de nous retrouver dans cette belle ville de Beijing 12 ans après. Aujourd'hui, si nous regardons en arrière, on peut voir que notre coopération a avancé considérablement. Les relations de nos pays avec la Chine remontent loin dans le temps, même avant l'établissement du FOCAC en 2000. L'Afrique et la Chine ont lancé avec succès une ère nouvelle de la coopération gagnant-gagnant. Il y a 18 ans, nous avons eu la première réunion du FOCAC à Beijing. Depuis lors, les investissements chinois en Afrique ont accru considérablement dans tous les secteurs. Et cela est un facteur important pour la croissance sans précédent sur le continent africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous pensons que, tout comme la Chine, nous avons le même sentiment d'urgence de lutter contre la pauvreté et de réaliser l'indépendance économique et l'autosuffisance. La Chine est un partenaire qui est confiante dans notre capacité et un partenaire qui investit en Afrique. Le FOCAC est une plateforme importante pour promouvoir les investissements dans les infrastructures, dans l'électricité, la transmission d'électricité, l'industrialisation, la transformation agricole et le savoir dans les pays africains. Notre histoire commune est basée sur la coopération gagnant-gagnant et le bénéfice mutuel. Les chiffres en disent long. Selon un rapport qui a été publié l'année dernière, près de 90% des entreprises chinoises présentes en Afrique sont du secteur privé. Et ces entreprises embauchent 89% des employés sur place, ce qui contribue à la création des millions de postes d'emploi dans les pays africains. Et ces entreprises accordent beaucoup d'importance à la formation technique et des compétences. Ces entreprises ont réalisé des bénéfices économiques et ont permis de réduire les prix de produits et de services grâce à l'utilisation des technologies. Dans nos pays africains, pour réaliser la prospérité, il faut produire. Nous devons promouvoir les industries et le commerce l'un avec l'autre. Nous devons promouvoir la production et la transformation des biens à l'intérieur de nos pays, mais aussi accroître la valeur ajoutée de nos produits avant l'exportation. Nous avons l'ambition de devenir un hub de production et de l'exportation et aussi une porte pour le continent africain. Dans la deuxième partie de son discours, le chef de l'État a indiqué que ces dernières années, la République populaire de Chine et les continents africains ont intensifié leur coopération économique et commerciale. L'on estime qu'en 2017, les volumes des échanges entre les deux parties a atteint les 100 milliards de dollars, a indiqué le président Guelleh. Djibouti a bénéficié de l'investissement chinois pour concrétiser de grands projets de développement, comme c'est le cas avec les infrastructures portuaires et ferroviaires ou encore la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, pour n'en citer que cela. Suivons à présent la seconde partie de l'intervention du président. La Chine joue un rôle très important dans le développement économique des pays africains. La région de l'Afrique de l'Est en est un bon exemple. Les smartphones fabriqués dans les usines en Éthiopie représentent la moitié des smartphones, des iPhones. Et ces entreprises et ces usines
contribue à créer des travails décents et les jeunes Kenyans et Djiboutiens peuvent également bénéficier de ces technologies modernes. Les investissements dans l'électricité permettent également de fabriquer de l'électricité pour la région rurale. Et les investissements chinois dans les ports, les routes, les chemins de fer permettent de promouvoir la circulation des biens et des personnes sur le continent africain, ce qui est très important pour la croissance économique. L'initiative La ceinture et la route est donc la clé pour promouvoir la croissance de nos pays et nous sommes très contents de voir que notre région continue à bénéficier de cette initiative. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier le président Xi Jinping et le peuple chinois de rester aux côtés de nous et merci pour votre confiance en notre capacité pour une coopération gagnant-gagnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'engagement et les investissements chinois en Afrique de l'Est remonte d'il y a 40 ans et cela montre la profondeur de notre relation et ce qui est le plus important c'est que même quand Chine s'efforçait de promouvoir son propre développement et de sortir le peuple chinois de la pauvreté, elle nous donne de l'aide dans l'esprit de l'amitié et elle est toujours confiante en notre réussite. La Chine est le premier partenaire à reconnaître que pour sortir de la pauvreté, il ne faut pas dépendre seulement de l'assistance, mais aussi et surtout à travers le renforcement de l'économie nationale. Nous avons développé ensemble et nous sommes contents de voir que la coopération gagnant-gagnant et l'amitié entre la Chine et l'Afrique se sont approfondies et ont contribué à l'amélioration des conditions de vie de la population. L'Afrique, dans son ensemble, et surtout l'Afrique de l'Est, souhaite sincèrement bénéficier des marchés mondiaux et nous souhaitons bénéficier d'un cadre équitable en conformité avec les règles et les normes internationales. Comme le dit souvent le président Xi Jinping, la Chine et l'Afrique sont des amis à toute épreuve et cette amitié ne pourra jamais être oubliée. Nous avons déjà passé un long chemin et dans la région de l'Afrique de l'Est, nous sommes déterminés à promouvoir la paix et la stabilité dans la région et aussi la coopération économique et l'intégration régionale, ce qui est très important pour valoriser les atouts respectifs de nos pays et réaliser un développement partagé. Au nom de la région de l'Afrique de l'Est, j'aimerais, pour terminer, avancer une proposition sur la création d'un conseil d'affaires Afrique de l'Est-Chine qui pourra servir d'un canal pour la coopération d'affaires et aussi servir d'un forum pour les réformes économiques. Merci beaucoup de votre attention. Vive le partenariat et l'amitié entre l'Afrique et la Chine. Vive le FOCAC. Merci. Eh bien, en marge de ce troisième sommet Chine-Afrique et du Forum économique, le président Guélé a eu une série d'entretiens. Il a notamment rencontré le vice-premier ministre chinois Yuan Zhang. Monsieur Yuan Zhang est chargé des questions relatives à la planification, à l'évaluation des projets et la conception des réformes publiques et stratégiques au sein du gouvernement chinois.
Avec cet officiel chinois de haut rang, il a été surtout question pour le président Guelleh d'aborder des modalités d'initiation de partenariats efficients entre les deux pays dans le domaine du transfert de compétences et d'expériences qui ont trait à la gestion des projets, notamment au sein des grands établissements publics. Qualifiant les relations entre Djibouti et la Chine d'exemplaires, de son côté, le vice-premier ministre chinois a exprimé au chef de l'État djiboutien toute la disponibilité de son gouvernement à apporter les appuis nécessaires afin que les propositions soumises par Djibouti soient mises en œuvre. Plusieurs membres du gouvernement djiboutien, dont le chef de la diplomatie Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Présidence chargé des investissements Ali Ghella Aoubaker, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi et le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Dawali qui revient sur cet entretien. Nous pouvons également renforcer la capacité de nos administrations comme de nos entreprises publiques qui ont bénéficié des différents financements en termes d'infrastructures. Et il y a eu également là des discussions très fructueuses. Nous espérons voir plusieurs opportunités à venir dans les semaines et dans les années à venir à travers également donc ce processus de renforcement des capacités des entreprises comme le chemin de fer, des entreprises comme la zone franche et la zone de développement de l'industrie lourde à Demerjob qui va également bientôt démarrer sa construction. Et le président Guelleh a également rencontré le ministre du département international du Parti communiste chinois, Song Tao. Avec cet éminent membre du gouvernement chinois, le chef de l'État a abordé en particulier les questions liées à la formation professionnelle, notamment au profit des jeunes, afin d'endiguer le problème du chômage et de la précarité. Il a également souhaité l'instauration d'une coopération plus soutenue entre les deux parties dans l'échange d'expériences et d'expertise. Selon le ministre de l'économie et des finances, également secrétaire général du Parti du Rassemblement populaire pour les progrès, l'URPP, Ilyas Moussa Dawali, cet échange d'expériences passera notamment à travers des programmes de jumelage au niveau des différentes régions de deux pays, a-t-il indiqué. Je vous propose de le suivre. Cette longue journée de travail pour le président de la République, des entretiens fructueux avec le ministre des Affaires internationales du PCC. Comme vous savez, en Chine, le gouvernement, c'est également les partis. Donc, à ce niveau-là, nous avons également échangé. Le président, en recevant ses ministres des Affaires, des Relations internationales du PCC, pour parler des échanges d'expériences en termes de lutte contre la pauvreté. Vous savez, tient tant à cœur le président de la République, mais tous les Djiboutiens également. Nous avons également eu l'occasion de parler sur les voies et moyens pour permettre cette coopération fructueuse entre les deux gouvernements, qu'elle soit également déclinée en coopération décentralisée entre les différentes régions. C'est-à-dire nos régions de l'intérieur en jumelage avec les provinces et les régions de la Chine qui sont extrêmement riches, qui sont également expérimentés dans des domaines divers et en fonction également de nos priorités de développement pour nos régions, de les mettre en jumelage avec les provinces et les régions de la Chine. Autre rencontre, elle a réuni celle du chef de l'État avec le président rwandais Paul Kagame. Au cours de cette rencontre, l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que l'évolution de ce partenariat stratégique établi entre les deux pays ont été longuement abordés. Les discussions ont ensuite été étendues à des sujets d'intérêt commun dans le problème touchant l'Afrique de l'Est, région à laquelle appartiennent la République de Djibouti et le Rwanda. Les dernières évolutions en faveur de la paix et de la stabilité ont été au cœur des discussions entre les deux leaders djiboutiens et son homologue rwandais. Retour à Djibouti, comment est instauré
l'uniforme scolaire suite à l'élection du président de la République à la magistrature suprême en 1999. Le chef de l'État a initié les États généraux et c'est ce qui a permis à l'ensemble de la population de s'exprimer sur des questions essentielles. Et parmi ces questions, beaucoup concernaient l'accès, l'équité et la qualité. Dans ce thème de l'équité, la question de l'uniforme s'est posée maintes fois. Et aujourd'hui, elle est concrétisée cette année. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du MENFOP. Effectivement, à l'arrivée de la magistrature suprême du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, en 1999, il a initié les États généraux. C'est donc une démocratie participative qui a permis à l'ensemble des acteurs de l'école de s'exprimer sur des questions essentielles. C'est ainsi qu'en 2016, le président de la République, lorsqu'il a remis la feuille de route au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il lui a demandé de mettre en place des nouvelles assises de l'école djiboutienne pour lui donner un nouveau souffle. Ces colloques a regroupé lui aussi des représentants de la société civile, des parlementaires, des élus locaux, des enseignants, des élèves, toutes les personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans le système éducatif. Donc, parmi ces questions, celle qui revenait assez souvent, c'était la question de l'uniforme scolaire. C'est ainsi que donc le ministère a, l'année dernière, en 2017, a mis en place une expérimentation de cet uniforme scolaire dans 17 écoles pour les élèves de première année au cours des 3 derniers mois, mars, avril, mai. Et les évaluations sur cette question de l'uniforme ont été positives. Et donc, il a été décidé pour cette rentrée de généraliser l'uniforme à l'ensemble des élèves de l'école primaire. Dans la deuxième partie de sa déclaration, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a indiqué que l'uniforme à l'école est un signe d'appartenance à une même communauté scolaire. Il n'y a pas de différence vestimentaire, les enfants paraissent donc égaux. Cette appartenance est renforcée avec les enfants dans la cour de l'école, habillés de la même façon et chantant l'hymne national devant le drapeau ici. Cela renforce l'identité nationale et le patriotisme. En ce qui concerne la qualité, plus des distinctions de l'enseignant et donc ce dernier dispensera un cours de qualité. La classe, l'enseignant aussi, ne distingue plus les élèves, que ce soit inconsciemment ou consciemment, il n'y a plus de distinction. Tous les élèves sont vus de la même manière. Tous ces facteurs, il y en a d'autres évidemment, je ne peux pas tous les citer, mais tous ces facteurs vraiment plaident et renforcent le sentiment que nous ne sommes pas trompés dans cette entreprise parce que la population le souhaite et les avantages sont incommensurables. Il se peut qu'il y ait des familles qui n'ont pas les moyens. Mais je rappelle ici, les parents ont toujours acheté des vêtements pour leurs enfants. Le jour de la rentrée, nous assistons toutes les années à la rentrée scolaire, tous les élèves viennent avec des habits neufs, la grande majorité. Donc les parents achètent des habits pour les enfants. À Djibouti, nous avons la chance d'avoir une société solidaire, une société où les gouvernements accompagnent les familles défavorisées. Je vous rappelle que les cantines scolaires ont été initiées par le président de la République sur fond de la présidence et qui ont permis à beaucoup d'enfants de manger 3 repas par jour. Nous avons les livres qui sont gratuits aux enfants des localités. Il y a toujours un dispositif qui accompagne les familles défavorisées. Et j'en suis sûr que pour les uniformes, il y aura aussi un dispositif qui va accompagner ceux qui n'auront pas les moyens. Donc la solidarité nationale, je pense, elle sera toujours là. Maintenant, je rappelle un point important aussi, c'est que les ministères, à partir de cette année, entreprend un projet transformateur du système éducatif. Pour les 5 prochaines années, une scolarisation universelle de qualité avec une école de standard international. Et une des mesures de ces initiatives, c'est l'instauration des uniformes. Je vous emmène cette fois à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, où une rencontre a eu lieu dans la capitale entre notre ambassadeur en Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Yémen, Khaled Al-Yamani. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Lors de cette réunion, le ministre Al-Yamani a discuté des préparatifs pour la prochaine consultation à Genève le 6 septembre prochain entre les rebelles houthis et le gouvernement légitime. Des consultations politiques sont menées afin de parvenir donc à une solution politique menant la paix
au Yémen. Après le tournoi Omnisport d'Adaïlou, une visite a eu lieu à la bibliothèque de la localité. Des membres du gouvernement, dont le ministre de la Jeunesse, celui de la décentralisation et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications ont visité cette bibliothèque. Dans cette contrée de la région où l'association Amja est à l'origine de cette initiative du bibliothèque Gilani dans le village afin de promouvoir la promotion de la lecture pour l'enfant de village. En marge de cette compétition, les 3 ministres ont pu visiter par la même occasion cette bibliothèque où ils ont été accueillis par les membres de l'association. À cette occasion, reçu un don de livres de plusieurs organisations comme la Caravane du Livre, l'ONG EVA, l'ONG Mohbani, le lycée français de Djibouti, mais aussi de plusieurs autres organisations. Nous avons reçu à l'occasion du tournoi interrégional d'amitié la visite de plusieurs ministres, de 3 ministres en particulier, les ministres de la jeunesse et des sports, le ministre de la télécommunication et le ministre de la décentralisation. Le ministre de la télécommunication nous a annoncé qu'il nous avait fait un don de 50 cartons de livres. Nous les en remercions de ces dons. Quant à la bibliothèque Gilani, c'est une grande initiative parce que la bibliothèque est toujours très importante pour l'éducation mais aussi pour la culture. Nous terminons l'actualité nationale avec de la musique. Ce festival musical à Arta où l'association ADESCA a organisé ce week-end au profit de la population et des vacanciers. Le festival qui est à sa 2e édition a regroupé de nombreux amoureux des artistes et des chants djiboutiens. L'ambiance, mesdames et messieurs, était au rendez-vous. Je propose de le suivre. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Ferdous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Ferdous, je tourne vers vous. Et nous commençons avec ce transfert d'argent digital. World Remit lance un service interafricain. En effet, Ali, le géant du transfert d'argent en ligne annonce un nouveau service de transfert d'argent digitaux interafricain, annonce World Dream dans un communiqué transmis à la presse. La firme entend faciliter ainsi la tâche aux entrepreneurs africains, grands et petits, en vue notamment de contribuer à la réduction de leurs coûts d'exploitation. L'Afrique de l'Est, première cible dans le déploiement de son nouveau service, mettra le cap en priorité sur l'Afrique de l'Est. Économie, après quoi la firme s'attaquera aux 2 autres zones du continent fort et dynamique. Nous enchaînons donc avec la Libye où ces centaines de détenus qui s'évadent d'une prison près de la capitale Tripoli. Et oui, Ali, près de 400 prisonniers se sont évadés d'une prison de la banlieue de Tripoli alors que des affrontements entre milices rivales font rage depuis plusieurs jours dans le secteur. Ces 400 détenus se sont évadés à la faveur d'une émeute survenue dans leur prison située dans la banlieue de Tripoli, a annoncé la police judiciaire. Les détenus ont forcé les portes et sont sortis après une agitation et une émeute. Des milices rivales s'affrontent depuis lundi aux armes lourdes dans la banlieue sud de la capitale libyenne. Ces combats ont fait au moins une quarantaine de morts et plus de 100 blessés selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Et nous terminons avec ce rapport du Haut-Commissariat de réfugiés, un rapport alarmant qui indique que la traversée de la Méditerranée encore
plus dangereuse. Et oui, Ali, la traversée du désespoir. Le titre du nouveau rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est aussi sombre que le portrait qu'il dresse des routes de la migration. Entre janvier et juillet 2018, 1600 personnes ont trouvé la mort en tentant donc de rejoindre l'Europe. Plus inquiétant encore, cette année, une personne sur 18 qui tente de la traversée vers l'Italie meurt. Si dans l'ensemble, le nombre de migrants arrive en Europe de l'Est en baisse, les routes qu'ils empruntent évoluent. L'Espagne est désormais le premier pays d'arrivée, notamment via les enclaves de Ceuta et de Melilla. 27 600 personnes seraient entrées dans le pays lors de ces 6e mois de l'année, contre la peine de 12 000 sur une période équivalente en 2017. Merci Fardos Hussein pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous qui nous suiviez partout dans les régions de l'intérieur, notamment à Arta.